Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. En 1898, dans l'affaire Alfred Dreyfus en France, le journaliste, écrivain, romancier, naturaliste Émile Zola, qui, avec son célèbre J'accuse, et armé de son courage, ainsi que de son éloquence oratoire, s'était servi du pouvoir de la presse pour défendre un homme et la vérité, apparaît comme l'exemple de ce que c'est qu'un intellectuel. Au Cameroun, nous en sommes orphelins. En lieu et place, nous avons des lâches, des imposteurs, des opportunistes, des hommes et des femmes aux connaissances livresques certaines, relatives parfois, gonflés d'orgueil et de vanité, souvent très heureux d'être appelés qui docteur machin, qui professeur chouette, qui grand professeur trucmuche, qui hyper professeur tantampion et que sais-je encore. Des gens qui, d'un côté, pour ne pas heurter le pouvoir, se taisent lâchement au sujet de ces dérives, parce qu'ils en font partie ou espèrent secrètement en faire partie un jour. Ils passent ainsi le temps à diviniser Paul Biya en même temps qu'ils diabolisent ses principaux opposants. Ou alors ceux qui, de l'autre côté, sacralisent également leurs champions respectifs, tout en massacrant celui qui est sur le trône. Ils déversent ainsi à longueur de journée des niaiseries, des invectives et autres slogans dangereux sur les réseaux sociaux. J'ai presque envie de dire à tous ces pseudo-intellectuels de nous foutre la paix, de débarrasser le plancher et de laisser la place à toutes les intelligences qui, sans même avoir terminé leurs études, créent, inventent, imaginent, développent et proposent des commodités nous facilitant la vie au sein des entreprises pouvant offrir chaque jour des milliers d'emplois aux chômeurs, réduisant inlassablement ainsi le nombre de désœuvrés, en proie à l'ennui, le vice et le besoin. Il faut dérouler le tapis rouge aux créateurs de richesses au Cameroun et donc aux créateurs d'emplois. Parce que ce qui nous manque le plus au Cameroun, c'est le travail. Une absence de travail à la base de beaucoup d'autres problèmes. Comme vous allez le voir, mesdames, messieurs, dans ce 35e numéro de l'éveil de nos consciences. À l'âge qu'il a aujourd'hui, et tout ce qui va avec un âge aussi avancé, nous voyons bien que le président Paul Biya est beaucoup plus parti pour quitter d'une manière ou d'une autre sur le toit du Cameroun que pour y rester. Et pour beaucoup de ceux qui militent pour le changement au Cameroun, leur combat va certainement s'arrêter après le départ, volontaire ou non, de Paul Biya. Parce que c'est le but ultime de leur lutte. Mais moi, je vais continuer. Avec l'espoir que les successeurs de Paul Biya soient moins sourds face aux cris d'un peuple qui exprime tous les jours sa colère. En réalité, sa grande souffrance. Je vais continuer en espérant que les successeurs de l'hermétique Paul Biya se pencheront, eux, sur l'un des plus gros problèmes des Camerounais. Celui qui aurait dû être la priorité absolue de ces régimes à bout de souffle et en fin de règne. Le travail.
ou plus exactement l'absence de travail, qui puise l'une de ses plus importantes racines dans une vision politique brouillardisée de nos dirigeants actuels ou sa vacuité, remarquable dans un système d'enseignement scolaire, d'apprentissage et de formation conséquemment inerte. Officiellement, le taux de chômage au Cameroun est estimé à 13%. Mais dans la réalité, c'est beaucoup plus que cela. Les chiffres publiés par le document de stratégie pour la croissance et l'emploi parlent d'un taux de sous-emploi frôlant les 70%. Et quand on sait que le travail est la clé de voûte de la stabilité, de la prospérité et de la paix sociale dans un pays, son manque est donc un problème d'une gravité absolue. La preuve, de nombreux jeunes compatriotes, majoritairement désœuvrés, prennent ainsi les chemins de l'exil quotidiennement pour aller chercher le travail ailleurs, avec l'espoir d'une vie meilleure. Une aventure périlleuse, un voyage qui pour certains est souvent malheureusement un aller simple. Je vais y revenir tout à l'heure, parce que c'est beaucoup plus grave qu'on nous le dit, et on ne le dit pas assez. Certains autres, tout aussi déboussolés, persuadés que les malheurs, leurs malheurs en tout cas, viennent d'une gestion politique, économique, sociale désastreuse du pays, se sont engagés sur les pistes de la contestation, sous des formes diverses, parfois violentes, y compris en prenant les armes. Il faut donc résoudre ce problème de manque d'emploi. Comment? Eh bien, je vais vous le dire. Nous savons pertinemment que la création des emplois est liée à la politique de l'éducation et son système d'enseignement et de formation, lui-même lacé à ses objectifs. Au Cameroun, ce système produit à l'appel des hommes et des femmes se retrouvant généralement dans la rue après leur formation, à la recherche d'un travail qu'ils ne trouvent pas toujours. Il y a donc urgence. D'abord, que nos écoles, centres de formation, grandes écoles et universités distillent à nos étudiants des savoirs scientifiques et techniques qui leur donneront les armes, les compétences pour détecter eux-mêmes les ressources de notre pays et pouvoir les transformer de façon industrielle en biens économiques et services, ce qui entraînera forcément la création d'emplois multiples. Parce que les transformations successives des ressources de façon industrielle sont les principaux boulevards qui multiplient à l'infini les emplois. Ensuite, question de maintenir le rythme. Il faut transmettre aux Camerounais l'amour, la passion, la culture de la recherche, de la création, de l'invention, de l'imagination, de l'innovation. Parce que, chers amis, le travail se crée, s'invente, s'imagine et s'innove de façon permanente. L'histoire n'est pas figée, chers amis. Elle est dynamique. Il n'y a pas de peuple destiné à produire et certains autres prédestinés à mendier. L'amour, la passion, la culture de la recherche, de la création, de l'invention, de l'imagination, de l'innovation ne doivent pas demeurer l'apanage des autres. Nous pouvons les domestiquer nous aussi. Nous avons même l'impératif devoir de les apprivoiser. Nous voyons très bien que les autres viennent chez nous, prennent nos matières premières pour aller faire tourner les usines chez eux.
Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Pourquoi? Eh bien, parce que ces usines donnent du travail à leurs concitoyens, ce qui représente des enjeux majeurs pour la stabilité, la prospérité et la paix sociale chez eux. Nous n'allons pas être plus cons que nous en avons l'air, quand même. Pour peu que nous nous lancions nous-mêmes dans la transformation de nos ressources, sur place, aussi largement qu'il est possible de le faire, il y aurait assurément du travail pour presque tout le monde. Avec une agro-industrie, voire même le style de ferme agroécologique, bâti au Bénin par Godfrey Zamojo et labellisé Songhai, mise en route sur nos terres si fertiles. Avec la transformation de notre pétrole brut, qui peut nous sortir plus de 6000 produits finis, semi-finis et dérivés. Notre gaz, notre bois, que nous pouvons travailler comme la Chine l'a fait avec son bambou. Notre coton, nos pierres précieuses, à l'image de ce que l'Afrique du Sud et le Botswana font des leurs. Notre fer, notre aluminium, nos ressources halieutiques, notre cheptel, nos aliments si variés, notre richesse humaine constituée de cerveaux productifs disséminés à travers le monde, tel celui de Séverin Quezé, le concepteur de Navigator, le système anti-collision universel en 3D pour engins mobiles. Je peux continuer la liste, mais je risque d'y passer toute une nuit. Bref, avec tout cela, nous pourrions faire du Cameroun une terre promise. C'est donc une aberration que nous quittions en masse tous les jours notre merveilleux pays pour prendre des chemins qui nous mènent vers ce que nous croyons être des Eldorado. Nous quittons notre beau pays si riche pour nous retrouver au Maroc, en Algérie et surtout en Libye, ainsi que dans quelques autres pays comme le Koweït ou le Liban, où, en route, nous sommes victimes des rackets en tout genre, des tortures, des viols, des tabassages réguliers, entraînant toutes sortes de traumatismes mortels pour la plupart. Nous quittons notre pays en hommes libres pour nous retrouver dans ces pays privés de liberté, soumis à la servitude et à l'esclavage, dans des conditions les plus dégradantes, les plus humiliantes et les plus inhumaines qui soient, parce que, croit-on savoir, il n'y a pas de travail au Cameroun. Je suis en contact périodique avec quelques compatriotes qui vivent cet enfer au quotidien et qui m'envoient de temps à autre des photos chocs, des audios, des vidéos, mais alors d'une violence insupportable. Au moment où je vous parle, là, chers amis, au moins 3000 Camerounais sont toujours prisonniers dans ces brasiers maghrébins. Maisons d'esclaves koweïtiens et libanais, ainsi que dans de nombreux centres de rétention dans toute l'Europe. Pour ceux ayant réussi l'exploit, le miracle d'y arriver. Mesdames, Messieurs, à l'image de ce qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest, des milliers d'autres compatriotes continuent de mourir tous les jours dans ces pays. Le plus souvent, après des moments d'humiliation, de déshumanisation et de souffrance extrême.
dans un silence coupable de la communauté internationale, celui de nos dirigeants, des journalistes camerounais et de nos intellectuels à la noix. Quand allons-nous nous mettre définitivement dans nos têtes que c'est ceux qui maîtrisent l'outil technique et scientifique qui détiennent le vrai pouvoir? L'outil scientifique et technique dont ils se servent pour transformer la nature, pour créer des richesses, produire l'intelligence artificielle qui est elle-même créatrice de richesses. Ce sont ces voies qui transformeront le Cameroun, qui apporteront un changement structurel irréversible dans notre pays. Et si vous voulez un dessin, je vais vous le donner. Vous connaissez Haïti, qui est le premier pays, le premier peuple noir à avoir arraché sa liberté. Qu'en a-t-il fait? Qu'en a-t-il fait? Sans la maîtrise de la science et de la technique au service de son développement, il est aujourd'hui l'un des pays les plus pauvres et les plus fragilisés au monde parce qu'il ne produit rien. Il vit de mendicité, de dons et de legs, de la bonté de la communauté internationale. À des milliers de kilomètres de là, personne n'a le courage de toucher à un seul cheveu de la Corée du Nord, même les États-Unis. Les sanctions économiques dont elle est l'objet ne l'ont jamais ébranlée, parce que c'est un pays qui utilise l'outil technique et scientifique pour produire presque tout ce dont il a besoin. Et cerise sur le gâteau, il est détenteur de l'arme nucléaire. Donc, potentiellement inattaquable. Il y a une citation que je m'en vais vous servir et que l'on attribue à tort ou à raison à Jerry Rawlings, l'ex-président du Ghana. Et je vais terminer là-dessus. La voici. Quand on a vécu toute sa vie à côté d'une poubelle, on finit par ne plus sentir l'odeur qui s'y dégage, parce que le cerveau ne la détecte plus. Ayant fini par normaliser la puanteur. Le principe est valable lorsqu'on a vécu toute sa vie dans une société de basse moralité. Fin de citation. C'est le cas du Cameroun, où les écarts ont été érigés en normes. Lorsque des esprits tordus et malfaisants, comme les nôtres, en arrivent en plus à un niveau très élevé d'accoutumance avec les écarts, croyez-moi, pour les remettre dans le bon sens, le sens de la marche avec les pieds et non sur la tête, il faut pour ce pays beaucoup plus qu'un homme ordinaire. Alors, je vais vous dire mon intime conviction. Le Cameroun est un pays exceptionnel. Exceptionnellement riche, qui mérite d'être dirigé, non pas par un homme ordinaire, encore moins par un guignol, mais par un homme tout aussi exceptionnel, mais pas seulement. Un homme de vision, un patriote, un homme à poigne, juste et très éclairé. Amadou Ahidjo,
qui avait dirigé ce pays avec une main de fer, mais dans un gant de velours, n'était peut-être pas un homme exceptionnel dans la totalité du sens que je lui accorde. Mais ça y ressemblait. C'est sans doute la raison pour laquelle le monstre financier dominant qui avait vraisemblablement sous-estimé la clairvoyance et le patriotisme du premier président du Cameroun l'avait écarté du pouvoir de manière très scientifique. Pour mettre en lieu et place Paul Biya, un homme tout simplement ordinaire, à la vision politique insaisissable. La pusillanimité et l'incurie qui ont suivi ont ainsi donné naissance à des monstres à plusieurs têtes. Ambazoniens, membres des brigades anti-sardinards, et tous ces grands voleurs de la République, pensionnaires de Noubel et Kondengui, qui pour la plupart travaillent en coulisses pour la chute de leurs bourreaux. Et ceux encore en liberté, qui s'emploient à faire taire une voix qui les met terriblement mal à l'aise, celle de Georges Gilbert Paola. Toute chose qui empêche aujourd'hui Paul Biya de dormir du sommeil du juste et de pouvoir laisser son trône avec les honneurs, si tant est que il a envie de le quitter de son vivant. Bonsoir. Bonsoir à tous.